Bonjour à tous. Quand Xavier m'a demandé d'intervenir, en fait, il faisait allusion à un article que j'avais écrit il y a 5 ans. C'était The Age of Emotion. C'était cette idée qu'après avoir passé énormément de temps avec ces appareils, il y avait forcément quelque chose après. Et c'est quelque chose après peut être quelque chose de fascinant ou de terrifiant. C'est une question que je me suis posée pendant de nombreuses années et à la fois en faisant les services que j'ai développés, mais également en voyageant et discutant avec pas mal de gens. Et j'aimerais vous raconter justement aussi une autre histoire de l'informatique. On va voir si ça marche. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe du cargo, qui est un mythe fantastique dans les îles de Papouasie. C'est cette idée qu'on pouvait reconstruire un avion qu'on considérait comme une divinité à partir de bois. Évidemment, ça ne marchait pas. On avait cet appareil fantastique, cette technologie qui venait d'Europe, et on voulait la répliquer. Et évidemment, on ne peut pas la répliquer, parce qu'on ne peut pas répliquer ce qu'on voit. Il faut savoir le faire, le construire. Et ça, c'est une philosophie qui existe aujourd'hui dans l'informatique. Soit on regarde ce qui existe, ce qui se fait, soit on le développe. Et quand on le développe, on a une approche complètement différente, évidemment, du monde qui nous entoure. Pour pas mal de gens comme moi, le grand ponte de l'histoire, c'est Marshall McLuhan, qui a fait The Medium et The Message, mais qui a aussi écrit cette phrase prophétique qui est « We shape our tools, thereafter our tools shape us ». Et pour comprendre cette phrase, il suffit de prendre un exemple, la voiture. La voiture n'a pas changé en 100 ans, elle est exactement la même. Un moteur, des roues. Le moteur. Mais regardez comment le monde a changé pour s'adapter à la voiture. On a construit complètement, on a transformé le paysage, transformé la ville, transformé la manière de produire, transformé la manière de consommer, de polluer et de se battre. Et aujourd'hui, ces petits appareils, ce nouveau way of life, a évidemment façonné notre environnement de manière beaucoup plus subtile qu'on le croit. Ça, c'est un PDP-1, c'est un ordinateur qui a été fait dans les années 60. Il est fascinant parce que c'est le premier ordinateur qui a été construit qui ressemble à ce qu'on appelait, pour nous, un ordinateur, c'est-à-dire un écran, un clavier, un modem. Alors, Steve Russell, qui a été l'un des constructeurs de cet ordinateur, a fait la seule chose, évidemment, utile à faire avec un ordinateur, c'est faire le premier jeu vidéo, Space War. Et à partir de là, on a eu, ça c'est l'Alto, le premier ordinateur, donc avant Steve Jobs, la première fois qu'on utilise une souris et la métaphore du bureau, mais également évidemment le Macintosh. On n'a pas arrêté finalement d'améliorer cette relation avec l'ordinateur. Mais à chaque fois, l'ordinateur était façonné à notre image. Nous le développions, tout ce que l'on voyait à l'écran, tout ce qui était construit dans cet ordinateur était par nous. On avait accès à nos fichiers, accès à nos données. Mais l'ordinateur a changé. Au départ, un ordinateur, c'est quoi? On a l'ordinateur, l'écran, le modem. Avec le Wi-Fi, on n'a plus qu'un ordinateur et un écran. Et avec ça, aujourd'hui, on n'a plus qu'un écran. Et c'est en ça que le monde a changé. Reprenez 2001, l'Odyssée de l'espace, 68. On est entouré d'un monde d'écran. J'ai pris ce film, mais j'aurais pu prendre n'importe quel film de science-fiction des 50 dernières années. On avait prédit qu'on serait en permanence entouré par un monde d'écran. Aujourd'hui, évidemment, ces écrans sont essentiellement contrôlés par 2 sociétés, Google et Apple. Et ce qui est fascinant, en fait, derrière ça, c'est qu'au-delà du point d'accès, c'est que désormais, toute notre vie passe par ces écrans. Et se pose la question de savoir si tout ce qui est dans ces écrans, tout ce qui fonctionne dans ces écrans est en fait la vérité ou un algorithme qui décide à notre place une certaine forme de vérité. Et ça, c'est le challenge que des gens comme moi, qui sont développeurs, qui créent des sociétés, ont.
C'est comment va-t-on vivre dans un monde où tout ce que l'on voit peut être altéré par des algorithmes. Aujourd'hui, avec l'évolution de ce qu'on appelle le deep learning, l'intelligence artificielle, la capacité en fait de penser à notre place et donc de simplifier, d'organiser, de structurer les choses à notre place. Dans votre industrie, la musique, aujourd'hui, vous le savez très bien, on a commencé avec les playlists, on a commencé avec qui étaient des playlists humaines, donc les DJ qui passaient des disques. J'ai fait ça aussi dans ma jeunesse. Et un jour, je suis tombé sur des logiciels qui m'ont dit, en fonction de tel son, vous allez pouvoir mettre telle chose. Et désormais, on a des playlists totalement automatisées. Quand on va sur des services de type Netflix, on nous explique, et d'ailleurs, une ministre de la Culture nous a dit que c'était ça le futur de la culture. Parce que vous avez vu ça, voilà ce que vous devriez voir. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est de se rendre compte que ce qui a existé dans la musique va exister pour à peu près tout. Pour les news, pour la formation, pour la socialisation. Aujourd'hui, les 5 premières choses que vous voyez sur votre flux Facebook vont changer votre humeur de la journée. On se rend compte qu'en fait, non seulement ce qui est à l'écran a un impact sur notre pensée, mais également sur notre humeur, sur la manière dont on va fonctionner. Et donc, finalement, on est arrivé à une phase assez fascinante ou terrifiante, qui est qu'est-ce que tous ces écrans, qui sont désormais autour de nous en permanence, nous envoient. Qu'est-ce qu'ils nous renvoient? Quel est le message? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Et quand j'avais écrit L'âge des émotions, j'imaginais un univers où l'ordinateur allait en fait s'intégrer à nos vies de manière harmonieuse. Mais ça, c'est la vision la plus utopiste. La vraie question aujourd'hui, c'est ces écrans et cet univers qui s'intègrent dans nos vies aujourd'hui. Qui le contrôle? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on est capable d'ailleurs de dissocier la réalité du fantasme? Vous parlez du storytelling, mais aujourd'hui, le storytelling de notre vie est algorithmique. C'est fascinant. Avec l'arrivée, j'allais dire, de l'intelligence artificielle et du deep learning qui va permettre à une machine de comprendre mieux, de manière catégorique, permanente, l'ensemble des données qui nous concernent, on se retrouve face à un miroir qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et ça, c'est à la fois une opportunité, mais aussi un danger qu'il va falloir observer, analyser, comprendre. Parce que quels que soient les univers, quelles que soient les industries dans lesquelles nous allons travailler, ce changement subtil, progressif et définitif est apparu. Et donc, la question c'est que fait-on? Comment fait-on? Une des choses que j'ai appris, et c'est d'ailleurs pour cela que je fais les sociétés que je fais, c'est qu'il faut soit construire des alternatives, soit devenir ce que certaines personnes appellent le passenger seat, c'est-à-dire devenir passager de notre propre vie. Et ça, c'est un vrai débat que je voulais ouvrir avec vous. Merci. Les 5e rencontres Radio 2.0.